Il y a des blessures qui ne saignent pas, des blessures invisibles, mais constantes. Elles ne te clouent pas au lit, elles ne te font pas pleurer en public. Elles grignotent ton esprit en silence. C'est ce sentiment diffus que ta vie s'écoule dans une direction que tu n'as pas choisie. Comme si tu étais assis dans un bateau à la dérive, porté par des courants que tu ne contrôles pas. Certains jours, tu te dis que ce n'est qu'une mauvaise passe. D'autres jours, tu as l'impression que c'est devenu ton existence. Tu continues, bien sûr. Tu travailles, tu souris, tu gères. Mais au fond, tu sens que quelque chose t'échappe, comme une pièce essentielle de ton existence que tu n'arrives plus à saisir. Ce que tu désires, ce n'est pas de tout changer. Ce que tu veux vraiment, c'est reprendre la barre. Redevenir celui ou celle qui oriente le navire, même quand le vent souffle à contresens. Ne plus te laisser balloter par les vagues émotionnelles des autres. Ne plus voir ton humeur gouverner tes décisions. Ne plus vivre avec cette tension silencieuse que l'argent, parfois, devient un maître plutôt qu'un outil. Sénèque comparait l'âme à une forteresse. Une forteresse n'est pas seulement faite de murs épais. Elle vit par ses portes. Si elles restent grandes ouvertes, les tempêtes s'y engouffrent. Les ennemis y entrent sans résistance. Fermer ses portes n'est pas un refus du monde. C'est un acte de discernement. C'est décider ce que tu laisses passer et ce que tu repousses. Épictète, lui, posait la première pierre de cette maîtrise. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ton opinion sur ce qui t'arrive qui te trouble. Cette phrase, simple en apparence, contient un bouleversement complet de notre manière de vivre. Elle dit que la cause profonde de ton agitation n'est pas ce qui se passe autour de toi, mais ce que tu en fais à l'intérieur de toi. Alors, comment reprendre cette maîtrise perdue? Comment redevenir ce capitaine de ton esprit, de ton humeur et de tes ressources? Les stoïciens ont laissé un plan en 4 piliers, à la fois austère et libérateur. 4 fondations à poser si tu veux que ton monde intérieur cesse d'être secoué par chaque vent extérieur. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce plan. Mais tu dois savoir une chose. Ce chemin n'est pas fait de grands gestes héroïques. Il est tissé d'actes simples, répétés, enracinés dans la réalité quotidienne. C'est une discipline qui se construit dans le silence. Et surtout, reste bien jusqu'au bout. Car le dernier pilier n'est pas seulement une idée. C'est la clé ultime que les stoïciens considéraient comme le cœur même de toute maîtrise intérieure. Un principe qui transforme non seulement tes pensées, mais ta manière d'exister. Il y a dans ton esprit un bruit que personne d'autre n'entend, une agitation permanente, un dialogue intérieur qui ne se tait jamais. Ce n'est pas toujours un cri. Parfois, c'est un murmure persistant, une succession de scénarios qui ne se réaliseront jamais, de jugements silencieux contre toi-même, d'images passées qui s'invitent comme des voleurs dans ta tranquillité. Ce bruit n'est pas là par hasard. Il est né des blessures que tu as traversées, des humiliations que tu as encaissées, des attentes que tu as portées trop longtemps. Il est alimenté par chaque déception, chaque injustice que tu as dû avaler sans mot dire. Et avec le temps, tu en es venu à le confondre avec ta propre voix. On t'a fait croire qu'arrêter de penser, c'était devenir naïf, qu'il fallait tout anticiper, tout prévoir, tout analyser pour ne pas être pris au dépourvu. Mais le stoïcien sait que ce flot mental constant n'est pas sagesse, mais poison. Il sait que chaque pensée négative n'est pas une vérité absolue, mais un jugement que tu émets, souvent sans même t'en rendre compte. Sénèque disait que l'esprit est comme un jardin. Si tu le laisses à l'abandon, les mauvaises herbes s'y installent vite. Et elles ne se contentent pas de pousser à côté des fleurs. Elles les étouffent, lentement, jusqu'à ce que plus rien de vivant ne subsiste. Purger les pensées toxiques, ce n'est pas faire le vide pour le vide. C'est offrir à ce jardin la possibilité de reverdir. Les stoïciens invitaient chaque matin à un exercice simple, mais redoutablement efficace. Écrire. Non pas pour raconter ta vie, mais pour questionner tes pensées. Les coucher sur le papier, c'est les voir telles qu'elles sont. Parfois dérisoires, parfois injustes, parfois déformées par la peur. Et les voir ainsi, c'est déjà leur ôter une part de leur pouvoir. Alors, imagine ce moment au réveil. La maison est encore silencieuse. Tu t'assois, un carnet devant toi. Tu écris ce qui te vient, sans filtre, sans chercher à bien formuler. Et puis tu relis. Une phrase attire ton attention. Tu te demandes, est-ce que c'est un fait ou juste une perception façonnée par mes blessures? Ce simple questionnement devient une arme. Il y a dans cette pratique une libération subtile. Petit à petit, tu cesses de croire tout ce que tu penses. Tu commences à trier. Et tu t'aperçois qu'en éliminant les jugements inutiles,
Il reste de la place. De la place pour des pensées qui apaisent, pour des idées qui construisent, pour un silence qui n'est plus vide, mais plein d'une force tranquille. L'esprit purgé ne devient pas un désert, il devient un espace clair, ouvert à la lucidité. Et dans cet espace, les émotions cessent d'être des tempêtes. Elles deviennent des vents que tu sais orienter. Purifier ton esprit, ce n'est pas un luxe. C'est la première pierre de toute maîtrise de soi, car si tes pensées te gouvernent, tu n'auras jamais le gouvernail en main. Mais si tu apprends à les observer, à les questionner et à en écarter les plus nocives, alors tu reprends peu à peu le contrôle de la direction. Certaines blessures ne se manifestent pas par des larmes, mais par des éclats. Une phrase de trop, un ton qui monte, un regard qui se détourne. Et soudain, tout ton corps réagit avant même que tu aies compris pourquoi. C'est comme si une partie de toi, restée enfant, cherchait encore à se défendre dans un monde où personne ne l'écoutait. La colère, l'anxiété, l'agacement, ces réactions ne naissent pas toujours d'un événement présent. Elles portent la mémoire de toutes les fois où tu as dû te taire, subir, encaisser. Elles surgissent comme un réflexe, parfois disproportionné, parfois inutile, mais toujours profondément humain. Et pourtant, combien de fois as-tu confondu cette vivacité émotionnelle avec de l'authenticité? Combien de fois as-tu cru que répondre sur le champ, avec la pleine intensité de ton émotion, c'était être vrai? Les stoïciens, eux, voyaient les choses autrement. Ils savaient que la liberté ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité à insérer un espace entre le coup reçu et la réponse donnée. Épictète disait que notre véritable pouvoir, c'est cet intervalle. Ce moment infime, presque invisible, où l'on choisit de ne pas se laisser gouverner par l'impulsion. Dans cet espace, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de peur, il y a seulement la possibilité d'une réponse lucide. Imagine ce geste simple. Tu reçois une parole qui te blesse. Ton instinct te pousse à répondre, à couper net, à te défendre. Mais tu t'arrêtes. Tu inspires profondément. Une respiration. 2, 3. Et dans cette infime suspension, tu sens la vague émotionnelle se calmer. Elle ne disparaît pas, mais elle perd son emprise. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une garde intérieure, comme un gardien de phare qui, dans la tempête, reste immobile, surveillant la mer sans jamais quitter son poste. Les vagues frappent, le vent hurle, mais la lumière reste allumée. Ralentir ta réponse ne signifie pas renoncer à te défendre. Cela signifie choisir le moment et la forme de ta défense. Cela signifie que tu n'es plus une marionnette tirée par les fils invisibles de tes émotions. Cela signifie que tu te tiens debout et que tu ne permets plus à la colère ou à la peur de décider à ta place. Avec le temps, cette habitude transforme ton rapport aux autres. Les conflits perdent de leur intensité. Les conversations cessent d'être des champs de bataille. Et même face à l'injustice, ta voix devient plus claire, plus ferme, plus difficile à balayer. La pause salvatrice n'est pas un retrait. C'est un acte de souveraineté intérieure. C'est la preuve silencieuse que tu as choisi ta réponse au lieu de la subir. Et c'est dans ce choix que commence la véritable maîtrise de ton humeur. Il y a des angoisses que l'on ne dit pas à voix haute. Elles se glissent entre deux phrases. Elles s'installent la nuit quand tout semble calme. Elles font battre ton cœur plus vite devant une facture ou un imprévu. Cette angoisse sourde, c'est la peur de manquer. La peur de ne pas mériter ce que l'on possède. La peur que tout ce que l'on a construit s'effondre du jour au lendemain. L'argent a ce pouvoir étrange. Il ne parle pas, mais il occupe l'esprit. Il peut être une inquiétude constante ou une promesse silencieuse. Et trop souvent, il devient un maître invisible. Tu vis alors dans son ombre, cherchant à en accumuler toujours plus, croyant que la sécurité se mesure en chiffres. Les stoïciens, eux, savaient que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est un outil. C'est ton rapport à lui qui en fait un serviteur fidèle ou un tyran. Sénèque rappelait que la véritable pauvreté ne réside pas dans le manque d'argent, mais dans l'avidité insatiable, car celui qui ne sait pas se contenter vivra toujours dans la peur, même au milieu de l'abondance. Imagine l'eau d'une rivière. Si tu la canalises, elle irrigue la terre, nourrit les récoltes, entretient la vie. Si tu la laisses déborder, elle inonde tout, détruit les maisons, emporte ce qu'elle trouve sur son passage. L'argent obéit à la même logique. Bien dirigé, il soutient tes projets, il t'allège des soucis matériels. Mal dirigé, il t'enchaîne à des dettes invisibles.
dépendance, anxiété, perte de liberté. C'est pour cela qu'un principe simple change tout, désigne chaque mois un fonds de liberté. Une somme, petite ou grande, que tu mets de côté non pas pour accumuler, mais pour te rappeler que c'est toi qui contrôles tes choix. Ce n'est pas une épargne figée, mais un acte de souveraineté. Ce fonds n'est pas destiné aux urgences ni aux caprices. Il est là comme un rappel silencieux que tu peux décider, que tu n'es pas condamné à vivre sous la dictature de tes obligations, que ton argent n'est pas uniquement là pour payer ce que le monde exige de toi, mais pour soutenir ce que tu choisis d'être. Peu importe le montant. Ce qui compte, c'est le geste. Ce geste répété qui dit « Je dirige mes ressources ». Ce geste qui transforme l'argent d'un poids en un levier. Car à partir du moment où tu comprends que tu peux lui donner un rôle, tu brises sa capacité à te posséder. Ainsi, l'argent cesse d'être un ennemi invisible. Il devient ce qu'il aurait toujours dû être, un instrument. Et un instrument ne décide pas à ta place. Il ne commande pas, il obéit. Il existe un malaise dont on parle rarement. Ce n'est pas le manque d'argent en soi, mais la culpabilité silencieuse qui t'envahit quand tu refuses une dépense. C'est ce petit vertige intérieur lorsque tu dis non, alors que les autres attendent un oui. C'est cette honte diffuse d'imposer tes limites, comme si elles étaient un signe d'avarice ou de dureté. Depuis longtemps, on t'a appris à croire que dire oui est un signe de générosité, que donner sans compter prouve ta valeur. Et dans ce conditionnement, chaque refus sonne comme une trahison. Mais les stoïciens savaient que la véritable trahison n'est pas de dire non à l'autre, c'est de dire non à soi-même en cédant toujours. Sénèque affirmait que la frugalité n'est pas une privation, elle est souveraineté sur ses désirs. Elle est la force tranquille de celui qui sait où se trouve sa mesure et qui refuse de se laisser entraîner au-delà de ce qui est sain pour lui. Fixer une limite financière, ce n'est pas se priver, c'est dresser un rempart invisible qui protège ton équilibre. Ce rempart n'est pas dirigé contre le monde, mais pour toi. Il te rappelle que chaque ressource que tu déploies doit être alignée avec ce qui compte vraiment. Imagine un barrage. Il retient l'eau, non pas pour l'empêcher de couler, mais pour éviter qu'elle ne détruise tout sur son passage. Grâce à lui, la rivière garde son cours, alimente les terres, mais ne déborde pas. Ta limite financière joue le même rôle. Elle canalise, elle préserve. Elle empêche que les excès ne se transforment en dettes émotionnelles ou matérielles. Cette ligne rouge n'a pas besoin d'être visible aux yeux des autres. Elle n'appartient qu'à toi. Elle est ton repère, ton garde-fou. Elle ne négocie pas. Et plus tu la respectes, plus elle t'offre de sérénité. Car tu sais exactement jusqu'où tu peux aller, et tu sais quand il faut t'arrêter. Il y a dans cette discipline une dignité silencieuse. Elle dit au monde « Je connais ma valeur et mes limites ». Elle dit à toi-même « Je ne sacrifierai pas ma stabilité pour paraître plus généreux que je ne peux l'être ». Ce n'est pas refuser de donner. C'est choisir comment, quand et à qui tu donnes, de façon à ce que ta main reste ouverte, sans que ton cœur et ton esprit ne s'appauvrissent. La limite financière protectrice n'est pas une barrière qui t'enferme. C'est un rempart qui t'assure la liberté de vivre selon tes règles et non selon les exigences silencieuses des autres. Et cette liberté-là n'a pas de prix. Il est possible de maîtriser ses pensées tout en restant prisonnier de ses émotions, de contrôler ses émotions tout en laissant ses finances dériver, ou encore de gérer parfaitement son argent tout en nourrissant un esprit agité. C'est là le piège le plus subtil. Croire qu'un seul domaine, travailler isolément, suffira à apporter l'équilibre. La vérité, c'est que la maîtrise de soi est une construction globale. Les stoïciens voyaient la vertu comme un tout indivisible. La sagesse ne se fragmente pas. Si l'esprit, l'humeur et l'usage de l'argent ne marchent pas ensemble, l'édifice finit toujours par vaciller. Pense à une corde. Prends un seul fil, il se casse facilement. Ajoute un deuxième, il résiste un peu plus. Mais c'est lorsque 3 fils sont tressés ensemble qu'ils deviennent solides, capables de supporter des charges lourdes sans rompre. Ton équilibre intérieur obéit à la même loi. L'esprit clair offre la lucidité. L'humeur stable donne la constance. L'argent maîtrisé assure la sécurité matérielle. Mais c'est leur alliance qui crée une force intérieure capable de résister aux épreuves les plus rudes. Cette cohérence n'est pas un objectif abstrait. Elle se traduit chaque jour dans de petites habitudes ancrées dans ta réalité. Le matin, quelques minutes de méditation ou d'écriture pour purifier tes pensées. Au milieu de la journée, un moment pour respirer et recentrer tes émotions.
Le soir, un bref bilan financier pour vérifier que tes choix restent alignés avec tes valeurs. Ce n'est pas le temps consacré qui importe, mais la régularité. Une pratique brève, répétée chaque jour, agit comme une goutte d'eau qui creuse la pierre. Discrètement, patiemment, elle façonne ton caractère. Et lorsque les vents contraires se lèvent, tu ne réagis plus par réflexe. Tu réponds depuis un centre solide. Vivre cette cohérence, c'est aussi se donner la possibilité de voir les déséquilibres dès qu'ils apparaissent. Si ton humeur devient instable, tu sais que ton esprit ou tes habitudes financières peuvent en être la cause. Si ton argent se dérègle, tu cherches dans ton état émotionnel ou dans tes choix mentaux ce qui t'a détourné de ta ligne. Chaque pilier veille sur les autres. C'est une vigilance douce, pas une tension. Tu n'es pas en guerre contre toi-même. Tu cultives simplement une présence consciente dans chacun des domaines qui structurent ta vie. Et cette attention équilibrée devient un mode d'existence. Lorsque les trois piliers avancent ensemble, quelque chose de profond se transforme. Les imprévus n'ont plus le même pouvoir sur toi. Les tensions extérieures ne parviennent plus à fissurer ton calme intérieur. Et peu à peu, tu découvres cette paix rare, celle qui ne dépend ni des circonstances, ni du regard des autres. La cohérence quotidienne n'est pas spectaculaire, mais elle est indestructible. Et dans un monde qui change sans cesse, elle devient ton encre. Il y a des jours où tout semble se dérouler comme prévu. Et puis, soudain, une nouvelle tombe. Un appel inattendu. Un imprévu qui traverse ta route comme une bourrasque glaciale. Il peut s'agir d'une crise financière, d'un conflit soudain, d'une perte que tu n'avais pas anticipée. Et tout ce que tu avais préparé semble vaciller en un instant. La réaction naturelle, c'est la panique. Cette sensation que tout ton travail, toute ta discipline, ne sert plus à rien face à l'inattendu. Tu te mets à croire que l'univers s'acharne, que la vie a décidé de te rappeler que tu n'es pas vraiment aux commandes. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Pour eux, l'imprévu n'est pas une condamnation, ce n'est pas une punition, ce n'est même pas un obstacle. C'est simplement un événement. Ce qui compte, ce n'est pas sa survenue, mais la manière dont tu l'embrasses. Épictète rappelait que nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui arrive. Notre seul pouvoir réside dans notre réponse. Et cette réponse n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le reflet de ce que nous avons cultivé en nous, jour après jour. Imagine un arbre au bord d'une falaise. Il vit dans le vent. Certains jours, il ploie sous la tempête. Ses branches craquent, mais il reste debout, car ses racines plongent profondément dans la roche. Un arbre raide, incapable de plier, se briserait. Mais celui qui accepte de s'incliner retrouve toujours sa verticalité. La résilience stoïcienne, c'est cette capacité à plier sans rompre, à accepter que la trajectoire change, mais à garder le cap intérieur, à ajuster ta marche sans perdre de vue ta destination. C'est pour cela que les stoïciens pratiquaient des exercices volontaires d'exposition à l'imprévu. Ils simulaient la perte, l'échec, la difficulté, non pas pour se tourmenter, mais pour entraîner leur esprit à rester calme dans la vraie tempête. Une fois par mois, imagine ce que tu ferais si tes plans échouaient. Que se passerait-il si ta sécurité financière vacillait? Comment réagirais-tu si une relation importante prenait fin? En affrontant ces scénarios dans ton esprit, tu prépares le terrain. Et quand la vie dépose un imprévu à ta porte, il ne t'est plus totalement étranger. La résilience n'est pas une armure rigide. C'est une flexibilité maîtrisée. C'est savoir que tu peux encaisser les coups sans perdre ton axe. C'est accepter que la vie n'est pas d'obligation envers tes plans, tout en conservant la certitude que tu peux toujours agir depuis ton centre. Lorsque l'imprévu survient, celui qui n'a pas cultivé cette force intérieure est emporté par le courant. Mais celui qui a appris à plier reprend sa forme, comme l'arbre après la tempête. Et dans cette souplesse se trouve une puissance rare, celle de continuer à marcher, même sur un chemin que tu n'avais pas choisi. Il existe un fossé invisible entre ce que l'on sait et ce que l'on vit. Tu peux comprendre les 4 piliers, les admirer, les répéter, les expliquer aux autres. Mais tant qu'ils restent dans le domaine de la pensée, ils ne changent rien. La véritable transformation commence au moment où tu choisis de les incarner. Beaucoup restent au seuil, non pas parce qu'ils ignorent quoi faire, mais parce qu'une force silencieuse les retient, l'autosabotage. Cette voix intérieure qui murmure que demain sera mieux pour commencer, que tu n'es pas encore prêt, que tu as besoin de plus de temps, de plus de stabilité, d'un signe clair. Et, à force d'attendre, les jours passent, identiques. Les stoïciens savaient que le danger n'est pas dans l'échec, mais dans l'inaction. Sénèque avertissait, remettre à demain, c'est voler du temps à soi-même. Chaque jour qui s'écoule sans engagement
est un jour où l'on abdique sa souveraineté sur sa propre vie. Passer à l'action ne signifie pas tout bouleverser d'un coup. Cela signifie créer un point fixe autour duquel tout peut commencer à s'ordonner. Un engagement clair, écrit, visible, qui marque le moment où tu choisis de devenir l'artisan de ta destinée. Imagine une feuille de papier. En haut, tu inscris les 4 piliers. Sous chacun, une ligne brève, claire, qui résume ton engagement dans ce domaine. Pas des promesses vagues, mais des affirmations concrètes. Purifier mes pensées chaque matin. Créer un espace avant chaque réaction. Canaliser mes ressources financières. Respecter mes limites établies. Et puis, signe. Pas pour l'apparence, pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour sceller, devant toi-même, cette décision silencieuse qui dit « À partir d'aujourd'hui, je marche dans cette direction ». Ce contrat, tu ne le fais pas pour te contraindre, mais pour te rappeler que tu as choisi, que tu as pris ta vie en main, que tu refuses désormais de la laisser se dérouler au gré des vents extérieurs. Chaque signature devient un ancrage, un rappel que ta vie ne t'échappe plus tout à fait. Ce geste est symbolique, mais puissant. Il transforme la pensée en acte. Il fait passer l'idée de l'abstrait au concret. Et, jour après jour, il grave en toi une nouvelle identité, celle de celui ou celle qui agit, même sans certitude absolue. Passer à l'action n'attend pas le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas, mais le moment présent est toujours disponible. Et c'est dans ce présent que tu peux commencer à écrire une nouvelle trajectoire. Lorsque tu choisis d'entrer en mouvement, même modestement, tu brises l'élan de l'inertie. Et peu à peu, chaque pas que tu fais renforce ta conviction que cette voie est la tienne. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de direction. Tu as peut-être cru que ton silence était un poids, que cette retenue, cette manière d'encaisser, te diminuait. Tu as peut-être pensé que, dans un monde bruyant, ta discrétion te condamnait à l'oubli. Pourtant, regarde bien, c'est ce silence qui t'a permis de tenir quand d'autres s'effondraient. C'est lui qui a gardé en toi une force que personne ne soupçonne. Pendant des années, tu as résisté sans qu'on le voie. Dans les conversations où l'on te coupait la parole, tu as appris à observer. Dans les moments où tout semblait vaciller, tu as tenu debout. Et chaque fois que tu as plié, ce n'était pas pour céder, c'était pour éviter de rompre. Aujourd'hui, ce silence n'est plus une prison. Il est devenu ton rempart. Mais il n'est plus passif. Il est actif, conscient, choisi. Il ne subit plus, il protège. Il contient ton énergie, il canalise ta parole, il affine tes décisions. Les 4 piliers que tu as découverts ne sont pas des règles abstraites. Ils sont les outils qui transforment ton silence en pouvoir. Purifier ton esprit t'a rendu lucide. Maîtriser ton humeur t'a donné la constance. Reprendre la main sur ton argent t'a libéré d'une dépendance invisible. Fixer tes limites t'a donné un territoire intérieur que nul ne peut envahir. C'est ici que tout se rejoint. Tu n'as plus besoin d'être vu pour exister. Tu n'as plus besoin d'expliquer pour être compris. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Le monde ne te connaît peut-être pas encore pour ce que tu es devenu. Mais toi, tu le sais. Et cette certitude, tranquille et dense, est désormais ta force la plus inébranlable. Bientôt, tu ne marcheras plus avec la crainte d'être déstabilisé. Tu avanceras avec cette certitude profonde. Rien ne peut vraiment t'arracher ce que tu as bâti en toi. Pas un événement, pas un regard, pas un jugement extérieur. Et le jour où l'on cherchera à te tester, on découvrira que derrière ton calme se tient une volonté impossible à briser. Tu as traversé ce chemin en reconnaissant tes douleurs silencieuses, celles qui ne laissent pas de marque visible mais qui pèsent sur chaque geste, chaque décision. Tu as mis un nom sur ces distorsions intérieures qui te volèrent ta force. Le bruit mental, l'impulsion émotionnelle, la dépendance financière déguisée, l'absence de limites. Et tu as découvert que ces fardeaux ne sont pas une fatalité. Ils sont malléables. Ils peuvent être travaillés, purifiés, réorientés. Le stoïcisme n'est pas une philosophie figée dans les livres. C'est un art de vivre concret, ancré dans les détails quotidiens, qui forge une souveraineté intérieure capable de traverser les tempêtes. L'esprit clair ouvre la voie. L'humeur apaisée rend la marche constante. L'argent maîtrisé protège ton autonomie. Et les limites que tu poses sont les murs invisibles qui préservent ta dignité. En les unissant, tu obtiens cette trinité stoïcienne de la liberté. Lucidité, constance, indépendance. Ce n'est pas une liberté bruyante. C'est une liberté qui respire dans le silence.
Une liberté qui ne dépend ni des applaudissements ni des validations extérieures. Sénèque disait « Ce n'est pas dans le ciel, mais dans toi que réside ta puissance ». Ces mots ne sont pas une promesse vague. Ils sont un rappel. La force que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi, enfouie sous les couches de peur, de doute, de concessions forcées. Chaque pilier que tu as exploré est une porte qui s'ouvre vers ce noyau de puissance. Le plan stoïcien en 4 piliers n'est pas une méthode temporaire. C'est un engagement à vivre en accord avec toi-même. C'est un choix répété chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne ton état naturel. Et c'est ainsi que, pas à pas, tu cesses de subir ta vie pour commencer à la diriger. Tu n'attends plus que le monde te reconnaisse. Tu n'attends plus l'approbation qui ne vient pas. Tu n'attends plus que les circonstances soient favorables pour agir. Tu es déjà en chemin. Et ce chemin, même silencieux, même discret, est le tien. Chaque pas que tu poses est un acte de reconquête. Et à partir de maintenant, tu sais que plus rien ni personne ne peut te déloger de cette place intérieure que tu as reconstruite. Si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à se relever. Et ce mouvement ne s'arrêtera pas, car la force que tu as réveillée aujourd'hui ne s'endort jamais.